Anne posa les sacs du marché sur le plan de travail de la cuisine et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans la posture d'Éric assis à la table, le dos très droit, les bras croisés, cette raideur qu'il prenait quand il avait répété ce qu'il allait dire. Et à côté de lui, posé entre la corbeille de fruits et le pot de café comme un objet qui n'avait rien à faire là, sa carte bancaire, celle qu'elle rangeait toujours dans la poche gauche de son portefeuille, derrière sa carte de transport, et qu'il avait prise pendant qu'elle arpentait les allées du marché de la Croix-Rousse en choisissant les tomates et le pain de campagne qu'elle achetait chaque samedi matin depuis 4 ans. Éric prit la carte entre 2 doigts, la leva légèrement comme un professeur qui confisque un téléphone en classe, et dit d'une voix qu'il voulait calme mais qui tremblait d'une nervosité qu'Anne ne lui connaissait pas. « À partir de maintenant, c'est moi qui gère le budget, tu me demanderas avant d'acheter quoi que ce soit, même tes serviettes. » Et il ricana, un son bref et sec qui ne ressemblait pas au rire de l'homme qu'elle avait épousé à la mairie du 1er arrondissement 4 ans. Plutôt, ce rire-là était autre chose. Quelque chose qui voulait ressembler à de l'autorité mais qui sonnait faux. Et Anne remarqua qu'il ne la regardait pas en disant ça, qu'il fixait la carte dans sa main, avec les mâchoires serrées et les yeux partout sauf dans les siens. Depuis le salon, la voix de Mireille s'éleva avec la précision d'une réplique de théâtre attendue depuis les coulisses. « Tu vas enfin apprendre la valeur de l'argent. » Sa belle-mère était installée dans le canapé, son café à la main, les jambes croisées, comme chaque samedi matin depuis 3 ans maintenant, avec son cardigan bleu marine et son expression favorite, celle qui disait qu'elle savait mieux, qu'elle avait toujours su mieux, et que le monde finirait par lui donner raison. « Le budget d'un ménage, ça se gère à 2, Anne, mais il faut que quelqu'un tienne les rênes, » ajouta-t-elle en portant le café à ses lèvres, et Anne la regarda, cette femme qui n'avait jamais vu un seul relevé du couple, qui ne connaissait ni le montant du crédit immobilier, ni le prix de l'assurance, ni ce que coûtait le panier de courses qu'Anne rapportait chaque samedi de ce même marché, et qui pourtant parlait de budget avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui maîtrise les chiffres. Anne ne cria pas, ne pleura pas, ne fit pas tomber les sacs de courses dans un geste de colère comme dans les films. Elle dit simplement « D'accord », d'une voix si neutre qu'Éric releva la tête une seconde, surpris, cherchant sur son visage une réaction qui ne vint pas. Puis, elle rangea les courses une à une, les tomates dans le bac du réfrigérateur, le pain dans la huche, le fromage sur l'étagère du milieu, avec des gestes lents et précis, pendant que Mireille reprenait la conversation comme si rien ne s'était passé, racontant à Éric les travaux de la voisine du dessus qui faisaient un bruit insupportable, et Anne pensa en rangeant le beurre que depuis la fin de l'été quelque chose avait changé chez Éric, une tension sourde qu'elle avait mise sur le compte du travail parce que c'est ce que Mireille répétait à chaque visite, avec une conviction qui ne laissait pas de place au doute. « Il se tue à la tâche, ton mari, il a trop de pression au bureau. » Et parce qu'Anne lui faisait confiance, à lui, et même à elle, cette confiance bête et douce, qui fait qu'on ne vérifie pas, qu'on n'ouvre pas les relevés, qu'on accepte les explications simples pour le week-end à Annecy annulé en septembre, et les silences d'octobre. 1 heure plus tard, le téléphone fixe sonna dans l'entrée, et Éric décrocha avec la nonchalance de quelqu'un qui n'attend aucun appel, dit « Oui, 2 fois. Comment ça ?» 1 fois, et Anne, depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, où elle essuyait une assiette avec un torchon, vit son visage changer. Pas d'un coup, mais par étapes. D'abord l'incompréhension, puis la peur, puis ce blêmissement total qui vida ses joues de toutes couleurs et le fit poser la main sur le mur comme s'il avait besoin d'un appui pour ne pas tomber. Et elle comprit avant même qu'il raccroche, avant même qu'il balbutie quelque chose à propos d'une erreur de prélèvement et d'un crédit immobilier rejeté pour provision insuffisante. Elle comprit dans cette panique muette, dans ce regard qu'il n'arrivait toujours pas à poser sur elle, qu'il y avait sous la surface de ce samedi matin quelque chose de bien plus grave qu'une question de serviette. Anne attendit qu'Éric raccroche pour poser la question. Une seule, la plus simple possible. C'est quoi cette histoire de prélèvement ? Et Éric fit ce qu'il faisait toujours quand il se sentait acculé. Il attaqua, il dit que c'était une erreur informatique de la banque, que ça arrivait tout le temps, qu'elle n'avait pas à s'en mêler puisqu'il gérait, et sa voix montait d'un cran à chaque phrase comme un moteur qui s'emballe, pendant que Mireille depuis le salon intervenait avec cette aisance chirurgicale
qu'Anne commençait à reconnaître pour ce qu'elle était. « Ce sont des choses qui arrivent. Ne dramatise pas, Anne. Tu vois le mal partout. C'est ton problème depuis toujours. Depuis toujours. » Comme si Mireille la connaissait depuis toujours. Comme si 3 ans de samedi matin dans le canapé suffisaient à dresser le portrait complet d'une femme. Et Anne pensa en regardant sa belle-mère qu'elle utilisait l'expression « depuis toujours » comme une arme, un tampon qu'on appose sur les gens pour les figer dans un rôle qu'ils n'ont pas choisi. Anne n'insista pas. Pas ce soir-là. Pas devant Mireille qui aurait transformé chaque question en preuve que sa belle-fille était hystérique, ingrate, incapable de faire confiance à son propre mari. Et elle traversa le reste de la soirée dans un état de calme apparent qui ressemblait à celui qu'elle connaissait bien à l'agence, quand un client lui mentait sur sa situation financière et qu'elle le savait avant même de consulter le dossier. Cette intuition professionnelle qui ne la trompait jamais. Avec les inconnus, mais qu'elle n'avait jamais pensé à utiliser chez elle, dans sa propre cuisine, face à l'homme qui dormait à côté d'elle depuis 4 ans. Éric s'endormit à 23 heures, comme toujours, dans ce sommeil lourd et immédiat qui avait longtemps fasciné Anne et qui ce soir-là lui parut suspect pour la première fois. Le sommeil de quelqu'un qui refuse de rester seul avec ses pensées. Et elle attendit que sa respiration devienne régulière pour se lever sans bruit, traverser le couloir pieds nus et s'enfermer dans la salle de bain, la seule pièce de l'appartement avec un verrou. Elle s'assit sur le rebord de la baignoire, sortit son téléphone de la poche de son peignoir, ouvrit l'application bancaire et entra le code qu'elle n'avait pas utilisé depuis des semaines parce qu'elle faisait confiance. Parce que la confiance dans un couple, c'est aussi ne pas vérifier, ne pas surveiller, ne pas éplucher les lignes d'un relevé comme on épluche les mensonges d'un suspect. Les mouvements du compte joint défilèrent sous ses yeux dans la lumière bleue de l'écran, son propre salaire qui tombait chaque mois avec la régularité d'un métronome, 2 800 € le 27, juillet, août, septembre, octobre. 4 colonnes identiques, fiables. Et en face, là où aurait dû apparaître le salaire d'Éric, rien. Un vide blanc qui s'étirait sur 4 mois. Pas un virement, pas une entrée, pas un centime depuis juillet. Et Anne resta assise là, le dos contre le carrelage froid, le téléphone éclairant son visage dans le noir, pendant 20 minutes sans bouger, sans pleurer, en faisant ce qu'elle savait faire mieux que quiconque, compter. 4 mois de crédit immobilier payé par elle seule. 4 mois de courses, d'électricité, d'assurance auto, de forfait téléphonique. Et soudain tout s'emboîtait avec une logique cruelle. Le week-end à Annecy refusé en septembre parce qu'il n'avait plus les moyens de payer sa part. Et que l'admettre aurait été admettre tout le reste. L'irritabilité d'octobre qui n'était pas du stress professionnel mais de la peur. La peur quotidienne de celui qui sait que le mensonge approche de sa date de péremption. Le lendemain, un dimanche gris de novembre où Lyon ressemblait à une aquarelle délavée, Anne retrouva Nadia dans un bouchon de la rue Mercière qu'elle fréquentait depuis 5 ans, depuis l'époque où elles avaient commencé ensemble à l'agence comme conseillère junior, avant qu'Anne passe responsable clientèle et que Nadia prenne les crédits immobiliers. Nadia n'était pas juste une collègue ni même juste une amie. C'était la femme qui avait quitté un mari contrôleur 3 ans plus tôt, qui avait refait sa vie seule dans un appartement de la Guillotière, avec sa fille de 7 ans, et des cernes qu'elle maquillait chaque matin avec une précision militaire. Et quand Anne lui raconta, les mots sortant dans un désordre qu'elle ne se connaissait pas, la carte confisquée, le ricanement, Mireille dans le canapé, le prélèvement rejeté, les 4 mois de vide sur le relevé, Nadia posa son verre de Côte-du-Rhône, la regarda avec ses yeux qui avaient vu pire, et dit simplement « Un homme qui te ment sur l'argent ne te ment pas sur l'argent, Anne. Il te ment sur qui il est, et il faut que tu vérifies tout, absolument tout, avant de lui parler. Parce que le jour où tu ouvriras la bouche, il va retourner la faute sur toi, et tu auras besoin de savoir exactement où tu mets les pieds. » Anne attendit 3 jours avant de parler. 3 jours pendant lesquels elle regarda Éric se lever chaque matin à 7 heures, enfiler sa chemise blanche, nouer sa cravate grise devant le miroir de l'entrée, l'embrasser sur la joue avec ce « bonne journée » machinal qu'il prononçait depuis 4 ans et qui n'avait jamais sonné aussi creux, puis refermer la porte derrière lui et descendre les escaliers vers une journée qui ne contenait ni bureau, ni collègues, ni réunion, et Anne restait debout dans le couloir quelques secondes après le claquement de la porte, immobile, en se demandant où il allait,
dans quel café, dans quelle bibliothèque, sur quel banc public il s'asseyait pour tuer les heures jusqu'au soir, et comment il faisait pour revenir à 19h, avec un visage fatigué, qui imitait si bien l'épuisement professionnel qu'elle y avait cru pendant 4 mois, sans jamais douter. Le mercredi soir, elle rentra de l'agence un peu plus tôt que d'habitude, posa ses clés sur la console de l'entrée, accrocha son manteau et alla s'asseoir en face d'Eric dans la cuisine où il feuilletait un magazine avec la décontraction étudiée de quelqu'un qui veut avoir l'air occupé. Elle ne mentionna pas l'application bancaire, ne parla pas des 4 mois de vide sur le relevé, ni du week-end à Annecy, ni de l'irritabilité d'octobre. Elle posa simplement une question, une seule, avec cette voix neutre et posée qu'elle utilisait à l'agence quand un client lui mentait sur sa situation et qu'elle voulait lui donner une dernière chance de dire la vérité avant d'ouvrir le dossier. « Eric, c'est quoi ton salaire ce mois-ci » Le silence dura 11 secondes. Anne les compta sans le vouloir, un réflexe absurde qui s'imposa à elle comme un métronome intérieur. 11 secondes pendant lesquelles Eric cessa de respirer, le magazine figé entre ses doigts, les yeux fixés sur une page qu'il ne lisait pas, et Anne vit passer sur son visage exactement ce qu'elle voyait chez ses clients quand le mensonge devenait trop lourd à porter. Ce moment précis où le corps lâche avant la bouche, les épaules qui s'affaissent, le souffle qui reprend d'un coup, la mâchoire qui se desserre. Eric posa le magazine, passa ses mains sur son visage et dit d'une voix cassée qu'il avait perdu son poste en juillet, restructuration, suppression de service, qu'il n'avait pas osé le dire parce que la honte, parce que la pression, parce qu'un homme qui ne travaille pas n'est plus un homme. Et les mots sortèrent dans un désordre humide qu'Anne aurait pu trouver touchant si la phrase suivante n'avait pas tout détruit. « Et si tu n'étais pas toujours au bureau, si tu ne passais pas ta vie à cette agence, j'aurais moins de pression pour performer. C'est toi qui as créé cette situation, Anne. C'est toi qui m'as mis dans cette position. » Anne accusa le coup en silence. Cette inversion grotesque qui transformait la victime en coupable et le menteur en martyr. Et elle pensa à Nadia, à ce que Nadia avait dit dans le bouchon. « Il va retourner la faute sur toi. » Mot pour mot. Et elle pensa aussi que la précision de cette prédiction disait quelque chose de terrible sur la banalité de ce qu'elle était en train de vivre, que son histoire n'avait rien d'unique, rien de singulier, que des milliers de femmes assises dans des milliers de cuisines entendaient la même phrase retournée par des milliers d'hommes incapables d'assumer leurs propres mensonges. Elle posa une deuxième question, plus froide, plus courte. « Et ta mère ? Elle sait ?» Eric hésita une seconde. Une seule. Mais c'était assez. Cette seconde infime où le mensonge se prépare et où la vérité passe avant. Ce battement de cils imperceptible qu'Anne connaissait par cœur à force de le voir chez ses clients et qu'elle voyait pour la première fois chez son propre mari. Et elle eut sa réponse sans qu'il ait besoin de la formuler. Elle se leva, alla jusqu'à l'armoire du couloir, prit une couverture et un oreiller, les posa sur le canapé du salon sans un mot, et quand Eric demanda ce qu'elle faisait, elle répondit qu'elle ne pouvait pas dormir à côté de quelqu'un qui s'habillait pour aller travailler chaque matin depuis 4 mois, en sachant qu'il n'y avait pas de travail, pas de bureau, pas de journée, rien, et qu'il revenait le soir en lui demandant comment s'était passée la sienne. Anne ne partit pas le lendemain, ni les jours suivants, non pas parce qu'elle pardonnait, ni parce qu'elle hésitait, mais parce qu'il lui manquait quelque chose pour comprendre ce qui lui arrivait vraiment, quelque chose qui dépassait les chiffres sur le relevé bancaire et le mensonge d'Eric, quelque chose qui avait à voir avec Mireille, avec cette façon qu'elle avait eue d'intervenir trop vite le samedi du prélèvement rejeté, avec cette phrase « Ce sont des choses qui arrivent », prononcée avec l'assurance de quelqu'un qui connaît déjà la situation et qui a préparé sa ligne de défense. Et surtout avec cette mise en scène absurde de la carte bancaire confisquée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce samedi-là ? Pourquoi devant Mireille ? Comme si la décision n'avait pas été prise par Eric seul dans leur cuisine, mais ailleurs, dans une autre cuisine, autour d'un autre café, avec une autre voix qui souffle les répliques. Elle appela Camille un jeudi matin depuis le bureau, profitant d'une pause entre 2 rendez-vous clients, en composant le numéro de la sœur cadette d'Eric, qu'elle avait enregistré sous le prénom seul, sans nom de famille, comme on enregistre les gens qu'on aime bien sans vraiment les connaître. Camille, 28 ans, assistante vétérinaire dans un cabinet de Villeurbanne, avait toujours été la pièce à part dans la famille d'Eric,
celle qui n'avait pas le même rire forcé que son frère au déjeuner du dimanche, celle qui regardait Anne dans les yeux quand elle lui parlait, au lieu de regarder Mireille, pour vérifier que ce qu'elle disait était approuvé, celle qui un soir de Noël avait posé sa main sur le bras d'Anne dans la cuisine de Caluire et avait murmuré « Courage », sans rien ajouter. Un mot si bref et si étrange dans le contexte, qu'Anne l'avait rangé dans un coin de sa mémoire sans savoir qu'il attendait ce moment précis pour prendre tout son sens. Elles se retrouvèrent le lendemain, dans un café de la place Satonnet, un endroit qu'Anne aimait pour sa lumière d'automne, qui passait à travers les platanes, et qui ce jour-là donnait à la conversation une douceur trompeuse. Camille commanda un crème, tourna sa cuillère dedans longtemps, trop longtemps, et Anne comprit qu'elle savait déjà pourquoi elle l'avait appelée, que la question n'avait pas besoin d'être posée, qu'elle pendait entre elles au-dessus de la table comme un fruit qu'il suffisait de cueillir. « Ce n'est pas la première fois », dit Camille sans lever les yeux de sa tasse, et le bruit du café autour d'elle sembla s'éloigner d'un coup. Avec Hélène, c'était pareil. Hélène, la première femme d'Éric, ce prénom qu'on ne prononçait jamais dans la famille, ce mariage de 2 ans dont la version officielle tenait en une phrase de Mireille, elle n'était pas faite pour la famille, c'est tout. Répétée avec une telle constance, qu'Anne avait fini par la prendre pour une vérité établie au lieu de la question qu'elle aurait dû être depuis le début. Camille raconta ce qu'elle avait vu à 19 ans sans avoir les mots pour le nommer ni le courage pour le dire à voix haute. Mireille, qui accueillait Hélène avec chaleur les premiers mois, puis l'érodait semaine après semaine. Des critiques sur la cuisine d'abord, sur la façon de s'habiller ensuite, sur son manque de caractère. Enfin, Éric qui se rangeait du côté de sa mère chaque fois sans exception. Et Hélène qui maigrissait, se taisait, rapetissait à vue d'œil jusqu'au jour où elle avait découvert une dette qu'Éric lui cachait et où Mireille s'était interposée en disant « C'est mon fils, c'est à moi de régler ça ». Et Hélène était partie 3 mois plus tard comme on s'échappe, en silence, sans rien emporter, et personne dans la famille n'en avait jamais reparlé. « J'avais 19 ans », dit Camille en reposant sa tasse. « J'ai laissé partir Hélène sans rien faire. J'ai regardé ma mère effacer cette femme comme on efface un brouillon. Et je porte ça depuis, chaque dimanche à Caluire, quand je te vois assise à la même place qu'elle, je porte ça, et je ne veux pas recommencer. » Elle sortit de son sac un papier plié en 4, un morceau de feuille à carreaux arraché d'un cahier, avec un numéro de téléphone écrit au stylo bleu, l'encre un peu passée par les années, le numéro d'Hélène, qu'elle avait gardé comme on garde une preuve de sa propre lâcheté, un rappel silencieux de ce qu'elle aurait dû faire, et qu'elle n'avait pas fait. Anne prit le papier, le plia, le glissa dans la poche intérieure de son manteau, remercia Camille d'un regard que les mots auraient abîmé, et rentra chez elle à pied par les pentes de la Croix-Rousse, en serrant le papier entre ses doigts, à travers le tissu. En passant la porte, elle croisa Éric dans le couloir. Il portait un vieux pull, au lieu de la chemise du matin, et il lui sourit, comme si tout était normal, comme si rien n'avait changé, comme si la couverture sur le canapé n'était qu'un détail provisoire, qui finirait par se corriger de lui-même. Et Anne lui rendit son sourire. Un sourire exact, calibré, parfaitement identique à celui qui lui servait chaque soir depuis 4 mois, quand il rentrait de nulle part en faisant semblant de rentrer du travail. Le dimanche suivant, Anne conduisit jusqu'à Caluire-et-Cuire sous un ciel bas de novembre qui pesait sur les toits comme un couvercle. Éric assis à côté d'elle dans un silence qu'il meublait, en changeant les stations de radio sans jamais en choisir une. Et elle pensa en tournant dans l'allée de la maison de Mireille que cette glycine au-dessus du portail qu'elle avait trouvée charmante, la première fois qu'Éric l'avait amenée ici, ressemblait aujourd'hui à ce qu'elle était vraiment, une plante, qui s'accroche au mur des autres pour monter. Tout le monde était déjà là quand ils entrèrent. Philippe, le frère aîné, installé en bout de table avec cette corpulence tranquille de comptable qui a trouvé sa place dans le monde et qui n'en demande pas plus. Sa femme Véronique, debout près de la fenêtre avec un verre d'eau gazeuse qu'elle tenait à 2 mains comme un objet précieux, leurs 2 enfants qui jouaient dans le jardin, et Camille assise à l'autre bout de la table, le regard baissé sur son téléphone pour ne pas avoir à regarder Anne, avec ce qu'elle savait désormais entre elles. Mireille sortit de la cuisine avec le plat de rôti qu'elle portait comme un trophée, nappe en lin blanc, service en porcelaine. Tout était à sa place dans cette maison
où chaque objet et chaque personne occupait la position exacte que Mireille leur avait assignée. Éric joua le mari parfait pendant tout le repas, avec une virtuosité qui donna à Anne la nausée. Il la servit en premier, remplit son verre avant qu'il soit vide, posa la main sur son épaule, en passant derrière sa chaise avec cette tendresse de composition qui imitait l'amour comme une copie imite un tableau. Les coups de pinceau sont là, mais la lumière manque. Mireille commenta la tenue d'Anne. « Tu as les traits tirés, c'est le bureau qui te fatigue, tu devrais lever le pied. » Puis ses horaires, puis le fait qu'elle prenait trop sur elle à l'agence au lieu de s'occuper de son foyer, et chaque remarque était enrobée de cette sollicitude sucrée qui rend la critique impossible à contrer sans passer pour ingrate. Puis vint la question qu'Anne attendait sans y être prête. Celle que Mireille posa entre le fromage et la salade, comme on pose une bombe à retardement sur une table dressée. « Et les enfants, c'est pour quand? Vous n'allez pas attendre d'avoir 40 ans quand même. » Anne sentit ses doigts se crisper sur sa serviette sous la table et regarda Éric, cherchant dans ses yeux quelque chose, un signe, une gêne, un début de protestation, mais Éric fixait son assiette avec l'application de « quelqu'un qui cherche à disparaître », et dans ce silence, Anne comprit qu'il avait parlé, qu'il avait raconté à sa mère la fausse couche d'il y a 18 mois, ce matin d'avril où elle avait saigné dans la salle de bain et où il avait pleuré avec elle, ce moment qu'elle croyait être le plus intime de leur mariage et qui avait voyagé de leur lit jusqu'à cette table, jusqu'à cette bouche, jusqu'à cette question posée devant tout le monde, avec le sourire de quelqu'un qui sait exactement où frapper. Anne ne répondit pas. Elle porta un morceau de fromage à sa bouche et mâcha lentement pendant que Mireille passait à un autre sujet, comme si la question n'avait été qu'un courant d'air. Et en face d'elle, Véronique gardait les yeux sur son assiette, coupant sa viande en petits morceaux qu'elle ne mangeait pas. Ce geste mécanique et résigné qui disait plus que n'importe quelle confidence. Et Camille, de l'autre côté de la table, croisa le regard d'Anne avec une douleur silencieuse, qui confirmait qu'Hélène avait dû vivre exactement ici, sur cette même chaise, face à cette même nappe. En repartant, dans la voiture qu'Anne conduisait comme toujours parce qu'Éric n'aimait pas conduire, ou parce qu'Éric n'avait plus le courage de tenir un volant, il dit avec un soupir satisfait « Tu vois, quand tu ne fais pas d'histoire, tout se passe bien. » Le mardi soir, Éric annonça qu'il sortait voir un ami, un certain Thomas dont Anne n'avait jamais entendu le prénom avant le mois de septembre, et qui était devenu depuis une excuse commode pour des absences de 2 ou 3 heures dont il revenait sans jamais rien raconter. Et Anne dit « D'accord, bonne soirée », avec un naturel qui ne lui coûtait plus rien, parce qu'elle avait cessé de se demander où il allait vraiment. Cette question n'avait plus d'importance. Elle appartenait à une époque où elle croyait encore que les réponses d'Éric contenaient de la vérité. Dès que la porte se referma, elle s'installa dans le canapé, sortit de la poche intérieure de son manteau, le papier plié en 4 que Camille lui avait donné 10 jours plus tôt, et qu'elle n'avait pas ouvert depuis, pas par oubli mais par peur. Cette peur précise de la confirmation, parce que tant qu'on ne sait pas vraiment, on peut encore se dire que peut-être, que ce n'est pas si grave, que les gens changent. Et Anne savait en dépliant le papier à carreaux avec le numéro écrit au stylo bleu, que ce coup de fil allait fermer cette porte-là pour toujours. Hélène décrocha à la 3e sonnerie, avec une voix prudente qui se réchauffa dès qu'Anne prononça son propre prénom et dit « Je suis la femme d'Éric ». Parce que Hélène attendait cet appel, pas celui d'Anne en particulier, mais celui de la suivante, la prochaine femme que Mireille choisirait et façonnerait et briserait comme elle l'avait brisée elle. Et cette attente durait depuis des années dans un coin de sa tête, où elle rangeait les choses qu'on ne peut ni oublier, ni résoudre. Elle vivait à Grenoble maintenant, remariée avec un instituteur, un petit garçon de 2 ans, une vie reconstruite sur les ruines de celle que Mireille avait démolie, et elle raconta tout avec une voix calme, qui n'avait plus besoin d'amertume pour dire la vérité. Elle raconta l'accueil chaleureux des premiers mois, Mireille qui l'embrassait sur les 2 joues, qui lui demandait ses recettes, qui disait à Éric « Tu as bien choisi cette fois ». Et puis l'érosion, si lente qu'on ne la sent pas venir comme on ne sent pas une marée qui monte quand on est assis sur la plage. D'abord les remarques sur la cuisine qui n'étaient pas assez relevées pour la famille, puis sur les vêtements qui n'étaient pas très adaptés pour une femme mariée, puis sur le caractère, ce mot que Mireille utilisait comme un diagnostic médical. « Tu manques de caractère, Hélène. » Et ça se voit.
Et Eric, qui ne disait jamais rien, qui se rangeait du côté de sa mère, avec cette obéissance réflexe qui n'avait même pas besoin d'être consciente pour être absolue. Quand Hélène avait découvert une dette de 12 000 € qu'Éric avait contractée en silence pour financer les travaux de la maison de Caluire, la maison de Mireille, et qu'elle avait voulu en parler à deux, en couple, comme des adultes, Mireille s'était interposée physiquement dans la conversation en disant « C'est mon fils, c'est à moi de régler ses affaires ». Et Hélène avait compris ce soir-là qu'elle n'était pas en couple avec Éric, mais en concurrence avec Mireille, pour un homme qui n'avait jamais quitté le giron de sa mère. Puis Hélène dit la phrase qu'Anne porterait avec elle pendant des semaines, la nuit en regardant le plafond, le matin en marchant vers l'agence, le soir en croisant Éric dans le couloir. Le problème, ce n'est pas qu'il ment, Anne, c'est qu'il ne sait pas exister sans elle. Il n'a jamais été un mari, il est resté un fils. Et un fils ne choisit pas sa femme. Il attend que sa mère le fasse pour lui, et il attend qu'elle le défasse quand ça ne lui convient plus. Anne raccrocha après 1h47 de conversation et resta dans le noir du salon, le téléphone posé sur ses genoux, l'écran éteint, le silence de l'appartement autour d'elle comme une eau immobile, et elle pleura, pas de rage ni d'humiliation ni même de tristesse au sens où on l'entend d'habitude. Elle pleura de deuil, le deuil de l'homme qu'elle croyait avoir épousé, cet Éric des premiers mois qui la faisait rire au bord de la Saône et qui lui tenait la main dans les rues de la Croix-Rousse, cet homme qui n'existait peut-être pas, qui n'avait peut-être jamais existé autrement que comme un rôle temporaire que Mireille lui avait permis de jouer le temps de la séduction avant de reprendre les commandes. Les jours qui suivirent l'appel à Hélène furent les plus étranges de la vie d'Anne. Des journées suspendues dans un état de clarté froide qu'elle ne se connaissait pas. Un calme qui n'était ni de la résignation ni de la paix, mais quelque chose entre les deux, comme ces heures creuses de ses gardes de nuit à l'époque où elle était encore infirmière stagiaire, quand l'urgence est passée et que le corps fonctionne en pilote automatique, pendant que l'esprit, lui, travaille en silence sur ce qui va suivre. Elle allait à l'agence chaque matin, accueillait les clients avec le sourire professionnel qu'elle maîtrisait depuis des années, traitait les dossiers de crédit, répondait aux appels, mangeait un sandwich à midi dans le bureau du fond avec Nadia qui la regardait par-dessus ses lunettes, sans poser de questions parce qu'elle avait compris qu'Anne n'était plus dans la phase où on parle mais dans celle où on décide. Ce fut Nadia qui brisa le silence un jeudi midi en refermant la porte du bureau et en s'asseyant en face d'elle avec cette franchise sans détour qui faisait d'elle la personne la plus inconfortable et la plus précieuse de la vie d'Anne. « Tu as pris ta décision, c'est ça. » Anne acquiesça sans lever les yeux de son sandwich. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Anne reposa le sandwich, regarda Nadia, et dit qu'elle ne voulait pas fuir en silence comme Hélène, parce que le silence protège ceux qui mentent, et que Mireille comptait précisément là-dessus, sur la honte des femmes qui préfèrent partir sans bruit plutôt que de dire la vérité à voix haute, mais qu'elle ne voulait pas non plus étaler des relevés bancaires sur la table du dimanche, comme une avocate qui présente ses preuves au tribunal, parce que ce serait le geste de quelqu'un qui a besoin de documents pour être cru, et Anne n'avait pas besoin de documents. Elle avait la vérité et le silence d'Éric pour la confirmer. Nadia la regarda un moment puis demanda « Et si personne ne te croit ?» Anne répondit sans hésiter, comme si la phrase était prête depuis des jours. Son silence parlera pour moi. Il ne sait pas parler quand sa mère ne lui dit pas quoi dire. Elle choisit le prochain déjeuner dominical chez Mireille, celui du dimanche suivant, le dernier de novembre, et cette décision, une fois prise, installa en elle une tranquillité étrange qui ressemblait à celle des patients qu'elle avait vus autrefois à l'hôpital, ceux qui avaient enfin accepté l'opération après des semaines d'hésitation et qui dormaient mieux la veille du bloc que pendant tout le mois qui avait précédé. La veille au soir, samedi, Éric s'endormit tôt comme toujours, ce sommeil de fuite qui tombait sur lui à 23h comme un rideau qu'on tire pour ne pas voir la scène. Et Anne resta éveillée à côté de lui dans le noir de la chambre, allongée sur le dos, les yeux ouverts sur le plafond où les phares des voitures de la montée de la Grande Côte dessinaient des arcs de lumière qui glissaient et disparaissaient. Elle prit son téléphone sur la table de nuit et ouvrit les photos du mariage. La mairie du 1er arrondissement avec ses boiseries, le petit restaurant au bord de la Saône où ils avaient dîné à 12, les rires, le vin blanc, le visage d'Éric tourné vers elle avec une joie qui avait l'air vraie et qui l'était peut-être. Elle voulait croire qu'elle l'était, que tout n'avait pas été du théâtre depuis le début.
Et elle pensa à ce matin d'avril, 18 mois plus tôt, quand elle avait saigné et qu'Éric avait pleuré avec elle dans la salle de bain, assis par terre tous les deux contre la baignoire. Et ce moment-là était vrai. Elle en était certaine. On ne peut pas simuler ce genre de larmes. Personne ne joue aussi bien. Et c'était presque pire de le savoir, parce que ça voulait dire qu'il y avait quelque part sous les couches de lâcheté et de mensonge un Éric capable d'aimer vraiment, un homme que Mireille avait enseveli si profondément qu'il ne savait même plus qu'il existait, et qu'Anne ne pouvait pas sauver cet homme-là, que personne ne le pouvait, qu'il devrait se sauver lui-même ou rester enfoui pour toujours. Elle referma les photos, posa le téléphone, fixa le plafond et pensa aux serviettes. Anne conduisit jusqu'à Caluire et Cuire, avec la concentration silencieuse de quelqu'un qui sait que les prochaines heures vont changer le cours de sa vie, les mains posées sur le volant à 10h10 comme on le lui avait appris à l'auto-école il y a 15 ans, le regard fixé sur la route mouillée de novembre, et à côté d'elle, Éric parlait d'un match de football qu'il avait regardé la veille, avec une légèreté si parfaitement calibrée, qu'Anne se demanda s'il avait vraiment regardé ce match, ou s'il avait simplement lu le résumé sur son téléphone pour avoir quelque chose à raconter, un sujet normal pour un dimanche normal dans une vie qui ressemblait encore à la normalité, si on ne regardait pas trop près. La maison de Mireille les accueillit avec son odeur de rôti et de glycine fanée, la nappe en lin blanc déjà dressée, le service en porcelaine sorti pour l'occasion comme chaque dimanche, parce que chez Mireille, chaque dimanche était une occasion, et chaque occasion méritait le service en porcelaine, et le rituel immuable qui allait avec, l'apéritif dans le salon, le rôti à table, le fromage, la salade, puis la tarte aux pommes que Mireille sortait du four, avec la fierté d'une femme qui croit que la pâtisserie est une preuve d'amour, et que l'amour se mesure en parts égales, distribuées selon un ordre qu'elle seule décide. Philippe était déjà là avec Véronique et les enfants, Camille aussi, assise près de la fenêtre avec un verre de jus de pomme qu'elle ne buvait pas, et Anne sentit le regard de Camille se poser sur elle quand elle entra, un regard qui cherchait à savoir, qui demandait silencieusement « C'est aujourd'hui ?» Et Anne ne répondit pas, ni des yeux ni de la tête, parce que répondre aurait été partager la responsabilité et qu'elle voulait la porter seule. Le repas se déroula avec la mécanique huilée de tous les dimanches, Mireille qui commentait, Philippe qui acquiesçait, Véronique qui se taisait, Éric qui jouait, et Anne qui mangeait sans goût en attendant le dessert, comme un plongeur attend le bord du tremplin, le cœur régulier, les mains calmes, la décision prise depuis si longtemps qu'elle n'était plus une décision mais un fait qui n'avait pas encore eu lieu. La tarte aux pommes arriva, Mireille la découpa en parts qu'elle distribua dans l'ordre habituel, Philippe d'abord parce qu'il est l'aîné, puis Éric, puis les enfants, puis les femmes, un ordre que personne n'avait jamais questionné et que Mireille appliquait avec le naturel de quelqu'un qui croit que la hiérarchie est une forme de tendresse. Anne reçut sa part, posa sa fourchette à côté de l'assiette et dit « J'ai quelque chose à dire ». Le silence tomba sur la table avec une brutalité physique, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Les enfants cessèrent de bouger. Philippe suspendit sa fourchette à mi-chemin. Véronique leva les yeux de son assiette pour la première fois du repas. Et Mireille, debout près du buffet avec le reste de la tarte entre les mains, se figea dans une posture qui ressemblait à celle d'un animal qui entend un bruit inconnu. Anne parla d'une voix posée, sans trembler, sans accélérer, sans chercher ses mots parce qu'elle ne les avait pas préparés. Elle n'avait pas de discours ni de phrases répétées devant le miroir. Elle avait simplement la vérité, et la vérité n'a pas besoin de brouillon. Elle dit qu'Éric avait perdu son emploi en juillet, que c'était son salaire à elle qui payait le crédit immobilier, les courses, les factures, l'assurance, tout, depuis 4 mois, que malgré cela il lui avait pris sa carte bancaire il y a 3 semaines, en lui disant qu'elle devrait lui demander la permission d'acheter ses propres serviettes, et que Mireille le savait, qu'elle était assise dans le canapé ce matin-là, et qu'elle avait approuvé. Puis, elle se tut et regarda Éric. Tout le monde regarda Éric. Il était figé sur sa chaise, les yeux baissés sur sa part de tarte aux pommes, la fourchette serrée dans sa main droite avec une force qui blanchissait ses phalanges. Et il ne dit rien, ne nia rien, ne leva pas les yeux, ne chercha pas le regard de sa mère pour savoir quoi répondre, parce que le regard de sa mère ne pouvait plus rien pour lui. Pas ici, pas maintenant,
pas après ce qu'Anne venait de dire à voix haute, devant toute la famille. Mireille tenta de reprendre le contrôle, posa la tarte sur le buffet et dit d'une voix coupante qui retrouvait ses réflexes. « Anne, ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ces choses-là se règlent en… » Mais elle ne finit pas sa phrase, parce que Véronique, la silencieuse Véronique, qui n'avait jamais contredit personne à cette table, qui baissait les yeux quand Mireille la corrigeait sur la cuisson du rôti et qui coupait sa viande en petits morceaux qu'elle ne mangeait pas, Véronique posa sa main à plat sur la nappe en lin blanc et dit d'une voix qu'on ne lui connaissait pas, une voix qui venait de loin, de très loin, de toutes ces années de silence accumulé. « Non, laissez-la parler. » Philippe regarda sa mère, puis son frère, puis sa femme, et quelque chose bascula dans la pièce, quelque chose d'imperceptible et d'irréversible, comme une fissure dans un mur porteur. Le silence d'Éric confirma chaque mot qu'Anne avait prononcé, et ce silence était plus dévastateur que n'importe quel aveu parce qu'il disait exactement ce qu'Hélène savait depuis des années, qu'il n'était pas capable d'exister dans cette pièce sans que sa mère lui dicte quoi penser. Mireille, voyant que personne ne prenait sa défense, que Philippe la regardait avec des yeux qu'il n'avait jamais eus, que même les enfants s'étaient tus avec cette gravité instinctive que les enfants ont quand ils sentent que les adultes ne jouent plus, se leva et quitta la salle à manger sans un mot, et on entendit la porte de la cuisine se fermer avec un clic sec qui résonna dans le silence comme un point final. Philippe se tourna vers Éric et demanda simplement « Depuis quand ?» Éric ne répondit pas. Anne se leva, prit son manteau sur le dossier de la chaise et sortit de la maison de Caluire et Cuire sans se retourner. Elle ne claqua pas la porte. Elle la ferma doucement, comme on ferme un livre qu'on ne rouvrira pas. 6 mois passèrent, et Lyon changea de lumière. Anne vivait désormais dans un 2 pièces de la rue des Tables Claudiennes, 42 mètres carrés perchés tout en haut des pentes de la Croix-Rousse, un appartement ancien avec un parquet qui craquait sous les pas et une fenêtre étroite qui donnait sur les toits de la ville, comme un tableau qu'on n'aurait pas besoin d'accrocher, parce qu'il était déjà là, offert par l'architecture et la géographie, et la chance d'avoir trouvé cet endroit en janvier, quand tout semblait encore en morceaux. Chaque meuble avait été choisi par elle, pour elle, le canapé gris acheté d'occasion sur un site de petites annonces, la table en bois clair trouvée chez un brocanteur du quartier de la Guillotière, les 2 chaises dépareillées qui ne gênaient personne puisqu'elle mangeait seule, et cette solitude qui aurait pu ressembler à un manque, ne ressemblait à rien d'autre qu'à de l'espace. Le divorce avait été prononcé en mars, sans contestation, sans cri, sans avocat, qui s'affrontent dans un couloir de tribunal. Éric avait signé les papiers avec la docilité d'un homme qui n'avait plus personne pour lui dire quoi refuser. Il avait retrouvé un poste dans une PME de Villeurbanne, moins bien payé, plus modeste, mais un poste à lui, un salaire à lui, un réveil qui sonne le matin pour une raison qui existe. Camille avait dit à Anne lors d'un de leurs thés du jeudi soir qu'il avait commencé une thérapie, un cabinet de la rue de la République, chaque mercredi à 18h, et Anne avait hoché la tête sans commenter parce que la guérison d'Éric ne lui appartenait pas. Elle ne pouvait pas la souhaiter ni la redouter, seulement la laisser se faire ou ne pas se faire de l'autre côté d'une frontière qu'elle avait tracée et qui tiendrait. La lettre était arrivée un matin d'avril, une enveloppe blanche avec son prénom écrit à la main, l'écriture penchée d'Éric qu'elle reconnaîtrait entre 1000, 3 pages de papier à lettres couvertes d'une encre bleue qui tremblait parfois aux jointures des phrases, comme si la main avait hésité avant de continuer. Il n'y avait pas de formule creuse dans cette lettre, pas de « je suis désolé » jeté comme un pansement sur une fracture ouverte. Il écrivait qu'il savait qu'il avait été lâche, qu'il avait laissé sa mère penser à sa place parce que c'était plus facile que de devenir adulte, qu'il avait préféré le confort de l'obéissance à la terreur de la liberté, et qu'Anne méritait un homme, pas un fils obéissant qui joue au mari entre 2 déjeuners du dimanche. La dernière phrase disait « Je ne te demande pas de pardonner, je te demande de savoir que j'ai compris. » Anne avait lu la lettre un dimanche matin avec un café, assise près de la fenêtre qui donne sur les toits, l'avait pliée, rangée dans le tiroir de la table de nuit, et n'avait pas répondu, pas par cruauté, pas par indifférence, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire, et que ce silence-là n'était pas celui de la lâcheté, mais celui de la paix. Mireille ne lui parlait plus, et ne lui parlerait sans doute jamais. Mais le déjeuner du dessert
avait eu des répliques que personne n'avait prévues. Philippe imposait des limites à sa mère pour la première fois de sa vie, et Véronique avait dit à Anne lors d'un café dans une brasserie de Bellecour, les mains serrées autour de sa tasse comme si elle tenait quelque chose de fragile et de précieux. Quand tu as parlé, j'ai compris que je pouvais parler aussi. Camille passait chaque jeudi soir avec une boîte de thé différente et une histoire de chat recueillie au cabinet vétérinaire, et elles riaient ensemble dans la cuisine de 42 mètres carrés avec la facilité de deux femmes qui se sont choisies au lieu de se subir. Anne n'avait rencontré personne. Elle n'était pas pressée, pas en manque, pas en attente de quoi que ce soit qui viendrait de l'extérieur pour combler un vide qui n'existait pas, et les gens qui lui demandaient « Tu ne te sens pas seule ?» ne comprenaient pas que la solitude choisie et la solitude subie sont deux pays différents qui ne partagent que le nom. Un matin de mai, Anne descendit les pentes vers la presqu'île par la rue de l'Annonciade, où les façades ocre prenaient une teinte dorée dans la lumière de 9 heures, entra dans le café du coin, commanda un allongé au comptoir et paya avec sa carte, celle qu'elle avait fait refaire à son nom sans y penser, parce que c'était son argent et que ça l'avait toujours été. Elle but une gorgée debout au comptoir, regarda la lumière de mai sur les toits de Lyon et sortit.